Olivier Prigent, auditeur à la Cour des comptes européenne. C'est à vous pour 10 minutes. J'ai le chronomètre. Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter un extrait de ce rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne qui a été publié en septembre 2017. Donc, cette analyse panoramique fait trois choses. Tout d'abord, elle fournit une vue d'ensemble des politiques de l'Union européenne de manière complètement indépendante dans le domaine de l'énergie et du changement climatique. Ensuite, elle résume les travaux d'audit qui ont été réalisés non seulement par la Cour des comptes européenne, mais également par toutes les cours des comptes nationales des États membres de l'Union européenne. Et enfin, elle définit les principaux défis pour alimenter le débat public et politique et aussi pour alimenter nos futurs travaux d'audit. Dans ce rapport, nous avons présenté en particulier trois sources d'estimation de coûts qui ont été réalisées par différents acteurs. Tout d'abord, les coûts liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc les 1100 milliards d'euros qui sont également mentionnés dans l'ouvrage de M. Jouzel et de M. Larouturou, ceux liés au déclassement des centrales nucléaires et ceux liés à l'adaptation au changement climatique. Donc, comme M. Guérin, je commence par un graphique un petit peu compliqué. Mais je présente ce graphique car il illustre très bien l'augmentation des efforts qui vont être nécessaires et donc l'augmentation des investissements pour atteindre nos objectifs en termes d'atténuation du changement climatique. L'Union européenne a fixé pour elle-même des objectifs de réduction des gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 1990, 20% d'ici 2020, 40% d'ici 2030 et 80 à 95% d'ici 2050. Le Parlement européen envisage même que nous atteignions la neutralité carbone en 2050, ce qui signifie 100% de réduction de nos gaz à effet de serre. La ligne noire représente nos émissions actuelles. Au cours des 15 dernières années, nous avons à peu près diminué nos émissions de 1% par an. En 2016, nous avons réussi à réduire nos émissions de plus de 20%, ce qui était notre objectif pour l'année 2020. Mais nous avons bénéficié de circonstances favorables, en particulier la déindustrialisation massive en Europe de l'Est et également la crise financière de 2008, si on peut appeler ça une circonstance favorable, mais qui a réduit notre consommation. D'après l'Agence européenne de l'environnement, pour atteindre nos objectifs de 2030, nous allons devoir réduire nos émissions de 1,5% par an, ce qui signifie 50% de plus que ce que nous avons fait au cours des 15 dernières années. Et pour atteindre notre objectif en 2050, il va falloir que nous réduisions nos émissions de 3 à 4%, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, ce graphique remontre les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne par source, parce que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir d'où elles proviennent. Et ce qui frappe sur ce graphique, c'est que 79% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne proviennent de la production et de l'utilisation de l'énergie. Ce qui signifie qu'on ne peut pas aborder la politique énergétique sans penser à la politique climatique et vice-versa. Si on regarde maintenant les émissions de gaz par secteur et non par source, on voit que tous les secteurs économiques émettent des gaz à effet de serre. Tout d'abord, le secteur de l'approvisionnement énergétique, avec 29% des émissions de gaz à effet de serre, suivi des transports, avec 26% des émissions, l'industrie, 19% des émissions, les bâtiments, 12%, l'agriculture, 11%, et le secteur des déchets, 3%. Donc tous ces secteurs économiques vont devoir contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour que l'on puisse atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne. D'après la Commission européenne, entre 2021 et 2030, il sera nécessaire d'investir chaque année 1115 milliards d'euros pour atteindre les objectifs de l'Union européenne à l'horizon 2030. Ce calcul est le résultat d'une modélisation qui a été réalisée par la Commission dans le cadre de l'étude d'impact qui accompagne la proposition de 2016 pour une révision de la directive sur l'efficacité énergétique. Donc on voit que le gros poids lourd de ce tableau, c'est le transport, parce qu'il va falloir changer une grosse partie de nos stocks de véhicules, et également les bâtiments. Donc ici, dans les bâtiments, c'est les bâtiments pour les ménages. Il y a également des bâtiments dans le secteur tertiaire, un peu plus bas. Et M. Domergue en dira un peu plus sur la situation en France en quelques minutes. Donc la Cour n'a pas audité ce chiffre, parce que nous n'avons pas de mandat pour auditer des projections de dépenses, surtout que ces dépenses concernent à la fois des financements publics européens, mais également des financements publics nationaux, et également une grande part de financements privés. Nous avons uniquement audité l'engagement de l'Union européenne de dépenser, d'ici 2020, 1 euro sur 5 pour l'action climatique. Et la conclusion que nous avons trouvée, c'est que bien que des progrès aient été accomplis, il est fort possible que cet objectif ne soit pas atteint. Donc comme dit, c'est 1115 milliards d'euros
par an devront provenir de sources à la fois publiques et privées. En cas de défaillance du marché, les États peuvent jouer un rôle, comme ils l'ont fait par exemple pour promouvoir les énergies renouvelables. Mais les financements privés ont aussi un rôle à jouer. Et pour cela, un prix robuste du carbone serait un levier très utile pour stimuler davantage les investissements privés. Dans le secteur de l'énergie, le déclassement des centrales nucléaires est un défi majeur à la fois pour l'Union européenne et pour les États membres. Et ceci indépendamment de visions partisanes pour ou contre le nucléaire. En effet, le nombre de centrales nucléaires arrêtées à l'heure actuelle, sans être encore déclassées, se monte à 90 dans l'ensemble de l'Union européenne. Et on estime que 50 réacteurs supplémentaires devront être arrêtés d'ici 2025. D'après la Commission européenne, le coût total estimé du traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs est d'environ 400 milliards d'euros. Lors d'un audit récent de la Cour des comptes de l'Union européenne, dans 3 États membres, nous avons identifié que les coûts totaux estimés doubleraient si l'on prenait en compte non juste le traitement des déchets nucléaires, mais également leur stockage définitif. Donc ce déclassement constitue certes un défi, mais il représente aussi des opportunités commerciales et des opportunités en termes de création d'emplois. Comme on l'a vu, même si nous atteignons nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique sera quand même nécessaire et engendrera également des coûts. Cette diapositive montre ce que les modèles prévoient à la fin de ce siècle si l'on respecte les engagements de l'accord de Paris de ne pas augmenter les températures de plus de 2 degrés Celsius au niveau mondial en moyenne. Mes enfants seront témoins de ce futur. D'après le Centre commun de recherche de l'Union européenne, les températures vont augmenter de bien plus que 2 degrés dans certains secteurs, dans certaines régions. Par exemple, en Espagne, l'augmentation en été pourrait atteindre 3 à 4 degrés Celsius. En parallèle, les précipitations estivales pourront diminuer de plus de 50% dans ces mêmes régions, risquant d'entraîner une désertification de ces régions. Ces changements seront sans doute encore plus importants, étant donné que pour le moment, nous ne sommes pas sur le chemin des 2 degrés Celsius. D'après le programme de l'environnement des Nations Unies, nous sommes plutôt sur un chemin qui se dirige vers les plus 3,4 degrés Celsius. Évidemment, les conséquences seront bien plus terribles que ce qui est montré ici. Donc, toujours d'après le Centre commun de recherche de l'Union européenne, dans un scénario de statu quo, si aucune mesure d'adaptation n'est prise, les changements climatiques à l'horizon 2080 engendreront des coûts chaque année de 190 milliards d'euros pour les ménages de l'ensemble de l'Union européenne. Et 2 tiers de ces coûts seraient dus à des décès prématurés. Donc on parle de vie humaine. Si on arrivait à maintenir l'augmentation moyenne des températures à 2 degrés Celsius, ces coûts diminueraient de manière relative à 120 milliards d'euros. Alors les coûts de l'adaptation au changement climatique sont difficiles à prévoir et les bénéfices des investissements pour l'atténuation, pour l'adaptation au changement climatique le sont encore davantage. En raison des difficultés liées au chiffrage de ces bénéfices, les forces du marché et les analyses coûts-bénéfices classiques ne permettent pas de conduire des investissements optimaux. Par conséquent, le secteur public a un rôle à jouer pour remédier aux défaillances du marché. Toutefois, les entreprises du secteur privé ont aussi intérêt à investir dans l'adaptation, parce qu'il est dans leur intérêt de devenir plus résilientes par rapport au changement climatique et parce qu'il y a aussi des opportunités commerciales dans ce secteur. Donc la Cour continue à auditer le secteur de l'adaptation et à la fin de l'année, nous comptons publier un premier rapport sur la prévention des inondations et un autre rapport sur la désertification dans l'Union européenne. Donc dans notre rapport, nous avons identifié 7 grands défis liés aux politiques de l'énergie et du changement climatique. Donc le financement en fait partie, mais il ne faut pas oublier les 6 autres défis qui sont également mis en exergue dans l'ouvrage de M. Josel et de M. Larouturou. Alors il y a la gouvernance en matière d'énergie et de changement climatique, à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle des États membres et également à l'échelle des régions. La transition énergétique, donc il faut plus d'énergie renouvelable, mais il faut les intégrer aussi au réseau et au marché de l'énergie. L'adaptation au changement climatique, l'utilisation efficace de la recherche et de l'innovation, puisque nous n'avons pas encore les outils technologiques qui nous permettront de réduire de 80 à 100% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'adoption de politiques fondées sur des données factuelles, et au milieu de tout ça, la participation des citoyens de l'Union européenne. Vous pouvez trouver notre rapport sur notre site internet. Il y a également un résumé de 10 pages, une vidéo et des annexes. Et voilà, si vous avez besoin de me contacter. 9 minutes 42.